Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous majeur où sont donc jugés les faits de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit, quoi que ce soit, sans un jugement conséquent. Vous le savez que c'est un plaisir que nous avons en tout cas à chaque fois que nous vous retrouvons à cette tribune, le tribunal de l'actualité, sur Watt FM en direct, également sur True TV en direct, sans oublier les versions rediffusées à la télé, c'est 21h30 temps universel, également à la radio, c'est 22h temps universel. Merci encore une fois de votre fidélité. Commençons par vous partager cette pensée, ces propos révolutionnaires de Sim Rémy qui dit ceci: malgré le défaitisme enfantin de certains intellectuels africains paresseux qui désespèrent de la culture africaine et malgré l'offensive de l'impérialisme culturel étranger qui s'acharne à détruire nos valeurs ancestrales, à les faire mourir par asphyxie tout en prétendant les respecter, il se trouvera des Africains décidés, convaincus, incorruptibles pour les défendre, dégager et propager leur culture irremplaçable. C'est une pensée donc de Sim Rémy à méditer en cette journée du 5 novembre 2020. Nous sommes donc jeudi, 4e convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes. Lukman Sanfo est mon nom. Je préside donc ce tribunal, vous le savez, avec la complicité des juges au siège, ce matin représenté seulement par Bernard Bougouma. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour Madame, Monsieur. Merci Président. Merci à vous d'être à cette émission, le tribunal de l'actualité. Le juge va donc dans la fièvre des élections, lui qui coordonne donc les activités des journalistes au niveau de Watt FM et True TV, donc ce matin absent et excusé. Mesdames, Messieurs, c'est bien sûr justement cette fièvre des élections qui domine l'actualité au niveau du Burkina Faso, mais on ne va pas quand même mettre sous le boisseau les questions du développement et c'est pour cela que nous nous intéressons ce matin à la problématique du financement du secteur de la culture et du tourisme au Burkina Faso. Alors, depuis un certain temps, on entend parler à coups de tonnerre et à coups de trompette, on va dire comme ça, d'un fonds de développement culturel et touristique qui se positionne comme une réponse donc aux besoins d'un mécanisme pérenne de financement des activités et projets dans ce secteur spécifique, une structure qui semble brasser des milliards, mais répond-elle véritablement aux attentes des acteurs? Quel est le bilan qu'on fait de cette structure depuis sa mise en œuvre? Nous avons souhaité en savoir davantage et pour en parler, nous avons convoqué son directeur général en la personne de M. Alphonse Tougouma, bien connu dans le secteur. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui nous suivent en ce moment. Merci de répondre à notre convocation pour nous, en tout cas, entretenir sur la mise en œuvre de cette structure, le Fonds de développement culturel et touristique au niveau du Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos avec le juge au siège Bernard Bougouma. C'est même pas si ça passe à la radio. Merci à vous pour cette fidélité sans cesse renouvelée au programme de True TV et de Watt FM. Pour la première partie, c'est Bernard Bougouma qui prend la parole. Alors, mon avant-propos va concerner les États-Unis avec Donald Trump, une personnalité politique atypique de par son parcours, atypique de par sa façon de battre campagne lors de son premier mandat, de sa façon de gérer le pouvoir et également de la façon dont il aborde cette élection et dont les résultats ne sont pas encore totalement tombés. Donald Trump, parce que ses équipes également ont décidé d'attaquer avant même les résultats définitifs, parce que dans le Wisconsin ou le Michigan, il a perdu. Joe Biden l'a remporté de peu, et donc il soupçonne de fraude, il a attaqué. Alors il faut également dire qu'il a aussi lancé des recours dans des États où les résultats ne sont même pas encore définitivement tombés, parce qu'il estime que là aussi il va y avoir des fraudes. Donc les résultats ne sont pas encore tombés, mais déjà lui il lance des recours. Ses équipes ont lancé également des recours contre la fraude. Alors, certains médias se sont posé la question de savoir si Trump ne passe pas, est-ce que ça ne va pas être le chaos ou bien ça va l'être? Parce que c'est aussi une autre interrogation. Parce que dans le camp des républicains, vous avez ce qu'on appelle les faucons, et c'est vraiment dans le camp des républicains qu'on les trouve. L'Amérique d'abord, donc ça, il n'y a rien à faire. Alors, la leçon ici, c'est que quand ça chauffe sur nous, on court demander de l'aide là-bas, alors que là-bas aussi, c'est pas aussi évident. Donc ça veut dire que la leçon à tirer, c'est que la démocratie
est en plein perfectionnement. C'est en plein perfectionnement. Il n'y a pas de modèle parfait de démocratie. Quand on cite, on dit même aux États-Unis, vous prenez l'exemple des États-Unis, vous prenez l'exemple de la France, mais à l'épreuve terrain, on se rend compte que ce n'est pas aussi évident. Sur les questions de liberté d'expression, sur les manifestations sur la voie publique, on a vu en France que effectivement des armes de guerre sont sorties pendant les Gilets jaunes. On a vu des blindés la gendarmerie a fait sortir des blindés, on les a vus dans les rues en France. Si c'était ici, à mon foi, on allait également entendre notre son de cloche. Aux États-Unis, cette élection également nous montre à souhait que la démocratie, qu'elle soit française, américaine ou je ne sais pas, est en construction. C'est un élément d'homme, donc perfectible. L'autre leçon, c'est que si personne ne met sa bouche, c'est parce que vous avez assuré votre indépendance et votre liberté à un certain niveau. Vous financez vos élections, vous gérez vos résultats, personne n'a sa bouche à mettre là-dedans. Et la RDC aussi a été en Afrique un exemple palpable. Si la communauté internationale avait financé en partie les élections congolaises, ce n'était pas évident quand il y avait l'affaire Tshisekedi qui a gagné. C'est lui qui a gagné avec des résultats de l'Église catholique qui disent qu'ils ont fini les... Eux également, ils sont aboutis à un résultat contraire aux résultats qui étaient proclamés par la commission en charge des élections. J'ai dit bien, si les grands financiers mondiaux avaient mis leur argent en RDC, peut-être que la crise post-électorale en RDC n'était pas totalement finie aujourd'hui. Mais la responsabilité des Congolais, c'est de cette, parce qu'ils se sont assumés, financer eux-mêmes leurs élections, refuser les observateurs internationaux et gérer avec les outils domestiques leurs propres problèmes. C'est aussi un exemple. Donc, les États-Unis aujourd'hui, tout le monde regarde. Il y en a qui sont inquiets, il y en a qui rient, il y en a qui sont désolés, il y en a qui disent qu'ils ont mis leur boisson au frais en attendant que Biden passe pour qu'il saute, et même des Burkinabés. Et moi, j'en ris. C'est pas... Qu'est-ce que nous allons faire, nous, également, à un moment donné, pour que nos élections qui sont aujourd'hui à 100 milliards, et dans les années à venir, si le modèle de la façon de faire nos élections ne change pas, on va aller au-delà des 100 milliards. Et c'est des gens qui doivent venir nous donner l'argent pour le faire. Et nous, on est en train de fêter une victoire là-bas qui ne nous regarde pas. Bon, en même temps, il faut se poser des questions. Donc, j'ai dit, pour que les uns et les autres vous laissent tranquilles, que vous vous assumez, il va falloir commencer par vous assumer vous-même. J'ai toujours dit, c'est vrai, on indexe la communauté internationale, on indexe la France, on indexe les États-Unis, mais nous avons aussi une part de responsabilité dans cette situation. Pensons également endogène à comment est-ce que nous allons réduire le coût de financement des élections et à comment nous allons tendre moins la sébile pour désigner celui quand même qui va nous diriger. C'est trop gros et c'est très visible. Donc si quelqu'un finance, il va de soi qui dit je ne veux pas que Loukman soit président, je voudrais que X ou Y soit président parce que lui il peut faire en sorte que je gagne ce que j'ai remboursé, ce que j'avais donné. C'était ce que j'avais comme avant-propos. D'accord, merci bien pour ce regard sur les élections américaines et le regard qu'on en fait en tant qu'Africains justement à cette élection-là. Merci à vous Bernard Bouma et merci à tous ceux qui nous suivent. La suite, c'est une audition avec donc le directeur général du Fonds de développement culturel et touristique au Burkina Faso pour faire donc le bilan qu'il fera donc de la gestion, sinon des projets majeurs implémentés par son institution, et également parler de la question même du financement du secteur de la culture et du tourisme au Burkina Faso. Monsieur Alphonse Touma, encore une fois, bienvenue. Évidemment, on pourra commencer par une brève présentation du FDCT, qui est votre structure que vous conduisez depuis en tout cas un certain temps. Alors, que peut-on savoir de cette structure dont on entend parler à la télé, dont on entend parler que lorsqu'il y a des milliards à signer, et véritablement les milliards n'atteignent pas tout le monde, il y a souvent des grincements des dents. On va venir certainement sur ces aspects-là, mais déjà en termes de présentation générale, qu'est-ce qu'on peut savoir? Merci, Monsieur le Président. Merci de nous donner cette occasion. Ça fait ma deuxième fois de venir à ce tribunal. Évidemment. C'était en version radio. Exactement. Ça fait 4 ans. Oui, ça fait 4 ans. Alors, ce que je peux dire du Fonds de développement culturel et touristique, c'est que c'est un mécanisme qui a été mis en place pour aider le développement des industries culturelles et touristiques dans notre pays. Et si vous voulez, on a mis en place ce mécanisme pour pallier un tant soit peu au manque de financement dont le secteur a besoin. Et il s'agit donc pour ce fonds d'agir sur 3 axes majeurs: le financement,
le renforcement des capacités et le développement d'un système d'information sur les industries culturelles et touristiques. Donc, sur ce dernier point, il s'agit de présenter d'éventuelles opportunités à ceux qui voudraient investir dans le secteur. Pour le premier acte qui est du financement, c'est ceux qui ont des projets et qui veulent des financements. Ils viennent déposer les projets et nous voyons dans quelle mesure nous pouvons les accompagner. Au milieu, donc, nous avons le renforcement des capacités qui est l'organisation, la professionnalisation pour que les acteurs soient à un certain niveau pour vraiment dynamiser les industries culturelles et touristiques. Voici les 3 axes majeurs. Mais généralement, ce qui intéresse les gens, c'est le côté financement. Et là, nous agissons sous forme de subvention et de prêt. La subvention, c'est pour les projets non marchands. Ça veut dire que votre projet n'appelle pas la réalisation d'un bénéfice à votre profit. Par exemple, lorsque vous perfectionnez des instrumentistes, vous qui les perfectionnez, vous n'êtes pas en train de les utiliser dans la chaîne des valeurs industriels, mais vous les formez pour permettre à ce qu'un producteur puisse les utiliser dans le cadre d'une chanson et etc. En ce moment, c'est non marchand, vous n'êtes pas en train de récolter un bénéfice immédiat. Mais lorsque vous ouvrez votre restaurant par exemple, et vous et moi, on doit aller payer et puis manger à midi et puis le soir, il va de soi que vous êtes dans un système commercial pur et dur et en ce moment, nous faisons appel au prêt pour vous accompagner. Il y a ce que nous appelons aussi le portage, ça veut dire que nous pouvons accompagner un certain nombre de projets. Je donne un exemple, le projet de Babouanga qui est autour de 3 milliards. Quand il est venu nous voir, nous ne sommes pas à mesure de lui donner 3 milliards, mais son projet est dans nos valises comme on le dit et éventuellement nous le présentons à des partenaires. C'est déjà arrivé en 2018 où nous avons présenté lors du forum économique et culturel du Burkina au Canada, nous avons présenté 58 milliards de potentiels projets. N'eût été la crise de Covid cette année, le Conseil canadien pour l'Afrique devrait faire un tour ici au Burkina et voir éventuellement comment il pourrait accompagner les uns et les autres. Donc voilà un peu comment nous agissons sous forme d'avance de prêts ordinaires et puis bon, etc. quoi. Ça c'est le financement. Mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est le troisième volet, c'est-à-dire développer les industries et développer des informations autour des industries culturelles et touristiques. Si moi je vous dis aujourd'hui, écoutez, au niveau des cascades, il n'y a pas un restaurant conséquent. Donc je vous présente une opportunité pour dire mais qu'est-ce que ça vous coûte d'aller investir autour des cascades parce qu'il y a tant de visiteurs et il faut pour les retenir, les gens doivent manger, les gens doivent tourner. Donc nous on vous dit écoutez, si vous allez là-bas vous investissez, ça peut être une bonne occasion pour vous de vous faire de l'argent. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant parce que le financement que nous apportons ne va pas être forcément la solution, c'est nettement insuffisant. Donc il faut que d'autres personnes s'intéressent au financement de la culture. Au Brésil par exemple, les choses sont tout autres. C'est les opérateurs économiques qui financent la culture. Purement et simplement. Et il y a même un cas où une association de bouchers a financé un film qui a remporté des prix au niveau international. Il faut que nous arrivions à cela, il faut que d'autres personnes s'intéressent au financement de la culture. C'est ça qui est beaucoup. Ceux qui ont l'argent, il faut qu'ils s'intéressent au financement de la culture. On aura l'occasion de faire ce lien entre économie et culture. Oui. Alors, mais tout à l'heure dans mon introduction, je citais l'afrocentriste Sim Rémy qui parle d'impérialisme culturel et qui craint donc cette influence de l'Occident sur la culture africaine. On constate aussi que depuis la mise en œuvre donc de ce projet, il y a certainement le financement de l'État, mais il y a aussi des collaborations au niveau international. Est-ce que ce type de collaboration n'est pas de nature à altérer l'identité culturelle africaine, va-t-on dire, de sorte à orienter vers les aspirations qui ne sont pas forcément les nôtres? De toutes les façons, vous faites bien de le dire, Thomas Sankara le disait, celui qui vous donne à manger, il est évident qu'il va vous dicter des choses. La meilleure façon de nous assumer, ce n'est pas de nous ouvrir à l'international en ce qui concerne la culture. Pour le moment, nous avons des partenaires avec qui nous sommes, la coopération suisse et l'Union européenne. Je peux vous dire que pour le moment, tout se passe bien parce que c'est de façon endogène que nous avons tracé les grandes lignes de collaboration pour ces deux programmes. Il n'y a pas de conditionnalité particulière, sauf avec la coopération suisse, une conditionnalité qui, à mon avis même, est une très bonne conditionnalité, qui dit d'orienter nos financements vers la jeunesse, le genre et la décentralisation.
Je pense que c'est assez important parce que lorsque, aujourd'hui, au niveau déconcentré, nous-mêmes, nous avons fait l'expérience au niveau du fonds où la plupart des financements restent à Ouagadougou. Aujourd'hui, il faut quand même que les financements aillent à la périphérie. Il faut que les jeunes qui sont plus solides et qui peuvent mieux porter les projets plus rapidement soient pris en compte. Et puis la question du genre, c'est une réduction aussi. Il faut réduire les inégalités lorsque vous êtes dans un domaine d'action. Vous étiez en train de parler donc de la dimension économique du secteur de la culture. Au Burkina Faso, peut-être on ne le sait pas depuis la mise en œuvre de votre structure, mais il y a quelques années, on ne percevait pas véritablement le lien, la dimension économique donc, de ce secteur-là. Quand vous partez au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie ou bien de la maison d'entreprise, on connaît l'agriculture, on connaît les industries, on connaît même les services, mais quand on parle du secteur de la culture, on voit cela dans le monde associatif et tout. Est-ce que les choses ont changé depuis lors? En fait, peut-être que nous n'avions pas les chiffres. Sinon, les choses bougeaient du point de vue économique au niveau de la culture. Moi, je vais vous donner quelques exemples. Lorsque quelqu'un, en un semestre, pour le droit d'auteur, touche 15 millions, c'est quand même assez important. Ça n'a rien à voir avec un fonctionnaire de catégorie A. Et je peux vous parier, c'est vrai qu'il y a un artiste qui a déclaré ce qu'il gagnait, peut-être que les gens ont crié que c'est pas possible, mais je peux vous assurer qu'il y a des artistes qui font des chiffres d'affaires phénoménaux ici et que vous ne pouvez pas imaginer. Ah bon? Mais je vous donne un exemple. Malika la slameuse par exemple, pour ne citer qu'elle, elle a démissionné d'un poste de responsable de la communication d'une banque pour se consacrer à son métier. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Elle a jugé et du point de vue économique, elle s'est dit bon. Donc je donne ici, pour commencer, pour juste introduire de façon individuelle, vous pouvez vous rassurer que il y a je ne vais pas dire qu'il y a de l'argent, mais en tout cas on peut vivre décemment de la culture. L'autre aspect, c'est la dimension économique de la culture. Je commence même par la culture comme catalyseur du développement économique. Aujourd'hui, lorsque vous sortez de chez vous et très tôt le matin, vous écoutez de la bonne musique, vous ne savez pas quelles sont les valeurs induites de cela pour votre journée. Ça vous permet de bien travailler, d'être à l'aise et ainsi de suite. Et moi, l'exemple que j'aime donner, moi, Tougouma que je suis, Founé Faya a été l'un de ceux qui m'ont aidé à débuter ma carrière. Et si aujourd'hui je suis un grand fonctionnaire, si vous voulez, je le dois aussi en partie à Founé Faya parce que quand j'ai été affecté à mon premier poste à Dédougou, je vous parie que quand je suis arrivé, la seule chose qui m'animait, mais c'est comment quitter Dédougou. Heureusement, j'étais allé avec un magnétophone et puis avec la cassette de Founé Faya qu'il venait de faire sortir. Et le morceau que j'écoutais chaque matin avant d'aller au travail, c'était Tunga. Et il disait, je traduis un peu littéralement, de ne pas, quand tu vas à l'aventure, il ne faut pas avoir peur du froid, il ne faut pas avoir peur du chaud soleil, il ne faut pas avoir peur des vicissitudes de la nuit, etc. Donc ça me ragaillardissait. Et en me disant, donc chaque matin que je sortais pour aller, je dis, bon, c'est difficile pour moi ici à Dédougou, mais je crois que cette musique m'aidait à tenir. Ici, voilà une valeur induite dans mon processus parce que finalement, quand j'ai fait 4 ans à Dédougou et qu'il s'agissait de revenir à Ouaga, j'ai quitté Dédougou avec un certain pincement de cœur parce que j'étais assez installé et bon, mais je revenais pour l'école. Donc je dis, c'est des aspects sur lesquels nous n'avons pas su jusque-là actionner pour permettre le développement socio-économique. C'est pas, ça veut dire quand ça va, comme le cas du Brésil que je donne. Vous savez, les opérateurs économiques, lorsqu'ils se décident d'investir dans un secteur, ce n'est pas anodin. Parce qu'ils savent que socialement, culturellement, si ça va dans un pays, ça va pour les activités économiques. Donc voilà un peu des passerelles sur lesquelles, ça c'est le volet social, valeur induite. Mais aujourd'hui, la culture est forcément un business. Si vous voulez, vous savez aujourd'hui, comme on le dit, la culture et le tourisme occupent plus de 400 000 personnes. Ça veut dire 2 fois plus que la fonction publique. Et aujourd'hui, pour peu que les gouvernants regardent de près, je vois les candidats à la présidentielle annoncer la création d'emplois, mais je peux vous parier qu'ils ne sont pas beaucoup à savoir que les meilleures niches d'emploi, c'est la culture. Pourquoi ? Pour se développer, il faut la plus-value.
Pour faire la plus-value, il faut produire. Pour produire, il faut créer. La culture est le domaine de création par excellence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à la création au niveau de la culture. Vous parlez de création artistique ou de création d'emploi, parce que oui, création artistique. Ça veut dire que chaque fois qu'on crée, dans la valeur de la chaîne, tant qu'on ne crée pas, il n'y a pas de développement. Donc le début, c'est la création. Et vous voyez, c'est au niveau de la culture que c'est le domaine de création artistique par excellence. Lorsque vous créez un film, lorsque vous créez une musique, lorsque vous créez un spectacle, je fais la parenthèse pour dire que Wakat de Serge Aimé Coulibaly, il l'a créé à 250 millions de francs CFA. Et il avait créé l'année passée déjà Kirina, où il a fait le tour du monde avec, et ça lui avait coûté 150 millions. Mais je ne donne pas ces chiffres pour voir la valeur de la création. Mais quand Serge Aimé Coulibaly était venu dans mon bureau, il a dit, écoute, avec Kirina, il n'avait que 89 jours dans l'année pour lui. Tout le reste s'était déjà pris et il a tourné partout dans le monde. Et cette année, n'eût été Covid, Serge peut-être n'allait pas avoir plus de 30 jours pour lui, mais c'est la création, il a fallu créer. Ceux qui ont eu la chance de regarder ce spectacle, vraiment vous allez voir que vraiment c'est toute une... Bon, peut-être avant de passer la parole à Bernard, je précise ma question parce qu'elle est très importante pour moi. Oui. Vous avez certainement parlé de la place de la musique, la place des acteurs culturels, c'est important. Mais est-ce que ces acteurs-là sont dans une démarche entrepreneuriale de leur secteur, en créant des entreprises qui emploient du personnel, qui sont suffisamment rémunérés et qui ont des revenus de façon périodique? Absolument. Nous sommes à plus de 12 entreprises chez nous actuellement qui sont venues prendre des prêts entre 30 et 50 millions pour mieux asseoir leur entreprise. Et je vous dis que ça se porte assez bien. Ils arrivent à rembourser et nous n'avons pas tellement de difficultés de remboursement. Donc ils sont dans la logique de création, de consolidation d'emplois. Et le business aujourd'hui, quand même, il est vraiment installé dans le secteur culturel. D'accord. Merci. Ma question s'est liée au domaine du cinéma. Comme nous sommes dans les généralités, je voulais savoir si c'est vous qui aviez géré le milliard du président qui avait été donné, mais au secteur du cinéma. Paraît-il que ça a été une bouffée d'oxygène pour certains acteurs. Est-ce que c'est votre fonds qui l'avait géré ou ça a été géré directement avec le FESPACO? Non. Le milliard du président pour le cinéma n'a pas été géré à notre niveau. Peut-être que c'est le milliard Covid qui est... Pas peut-être, c'est le milliard Covid plutôt qui est logé à notre niveau. Et moi-même, je fais partie du comité de pilotage de cela. Sinon, ça avait été directement géré par le ministère directement. D'accord, mais comment on supporte le milliard Covid? Bon, le milliard Covid, je crois que nous sommes presque à la fin. Nous avons délibéré pour les préjudices. Nous avons délibéré pour le soutien aux entreprises. Nous avons délibéré pour le patrimoine hier. Et il nous reste à délibérer pour la relance musique et puis art de la scène. Et pour ce qui est du livre, les gens ont commencé à amener les œuvres. Et je crois que d'ici demain, nous allons délibérer pour l'acquisition des œuvres d'art. Donc tout ce qui était positionné, nous sommes en tout cas presque à la fin de ce processus. En tout cas, on va le boucler au plus tard la fin de la semaine prochaine. Alors quand vous dites délibérer, ça veut dire que ceux qui avaient des spectacles et qui n'ont pas pu le faire, ceux qui avaient des voyages qui n'ont pas pu le faire dans le cadre Covid et qui demandaient remboursement, est-ce qu'ils ont été remboursés? Parce que c'est aussi ça la question. Oui, vous vous rappelez que les gens nous ont envoyé des préjudices de l'ordre de 860 millions, mais quand nous avons dépouillé... Au total, ou bien il y a des gens qui ont... Non, c'est individuellement ou bien... Tout le monde nous a envoyé. Ce que les gens nous ont demandé, c'était 860 millions, mais quand nous avons dépouillé, en tout cas, nous sommes dans l'ordre de 97 millions. Donc, c'est vous dire que les gens nous ont envoyé aussi soit des papiers qui n'étaient pas éligibles, ou bien, bon, on sent aussi que les gens ont voulu passer par les petits filets, quoi. De 800 millions, vous arrivez à 97 millions. 97 millions. Oui. Autant dire que vous avez vraiment rogné. Nous n'avons pas rogné, nous avons été objectifs. Vous avez parlé du cas des voyages. Effectivement, il y en avait qui avaient peut-être une dizaine de billets, de tickets de voyage. Mais il se trouve que les compagnies nous ont dit par exemple, vous avez jusqu'à 1 an et demi pour utiliser vos tickets de voyage. Donc c'est toujours valable. Oui, c'est toujours valable. Donc il n'y a pas de préjudice ici. Parce que le préjudice ici, c'est que l'argent est sorti et en aucun moment vous ne pouvez récupérer. Il y en a qui nous ont envoyé des papiers de location de salles. La plupart des salles louées, les gens ont remboursé les sous. Et les médias,
ça je profite de l'occasion pour saluer quand même la presse et les médias qui ont accepté volontiers et reprendre même les publicités au cas où tu vas reprogrammer ton activité. Donc pour les activités reprogrammées, il n'y avait pas de préjudice au niveau de la publicité. Et il faut se dire aussi que nous n'avons pas tout pris en compte. Nous avons pris en compte le transport, l'hébergement, la communication et les locations de salles, et les cachets d'artistes. Bon, maintenant, donc vous voyez que lorsqu'on reprend, on est vraiment dans des proportions beaucoup plus intéressantes que dans les 860 millions. Mais les spectacles qui étaient programmés, par exemple Koundé. Oui, mais Koundé est programmé. Koundé nous fait le point de ce qui est perdu et qui n'est pas récupérable. Et nous regardons ensemble, comme je l'ai dit, si Koundé par exemple avait déjà pris des billets d'avion pour des artistes, mais ils ont 1 an et demi. Dans 1 an et demi, nous disons qu'il y aura les Koundé. Donc les billets, les compagnies vont utiliser toujours ces billets-là dans ce cadre-là. Il y a eu de la communication, de la publicité. Vous faites la preuve. En tout cas, nous n'avons pas... le papier qui était correct, nous n'avions pas de problème avec ça. Mais les gens ont confondu manque à gagner et préjudice. Manque à gagner, c'est sur quelque chose que tu escomptes. Bon, si tu nous fais un manque à gagner sur ton chiffre d'affaires, c'est des choses sur lesquelles on ne pourrait pas rentrer dedans. D'accord. En termes de questions de généralité, pour moi, c'est bon. D'accord. Alors, on a parlé aussi... j'ai dit tout à l'heure que vous brassez des milliards, et ça vous faisait sourire, mais c'est vraiment le cas. On connaît des projets majeurs sur lesquels, en tout cas, vous avez été très actifs ces dernières années. Et en termes de chiffre d'affaires, quels sont les projets majeurs que vous avez gérés de façon notable, et ça s'élève à quelle dimension, on va dire? Pour la subvention, je dois avouer que nous sommes à des proportions qui, à mon avis, ne sont pas encore intéressantes parce que les subventions sont de l'ordre de 10 millions. Il faut qu'on aille au-delà. Pour ce qui est des prêts, nous étions à 50 millions, mais maintenant nous sommes à un plafond de 100 millions. Aujourd'hui, nous avons financé, toutes catégories confondues, 2 476 millions de projets, que ce soit des prêts ou des subventions. Et les subventions, malheureusement, sont dans l'ordre de 400 millions. C'est pas beaucoup par rapport donc au crédit qui est normalement l'objet principal du fonds, qui est autour de 2 milliards. Mais ce qui est intéressant, je peux vous dire que déjà l'argent commence à rentrer. En ce qui concerne les prêts, cette année nous escomptions 280 millions de retours sur investissement déjà. Donc je me dis que si ça continue comme ça, dans 2 ou 3 ans, le fonds pourra escompter autour d'1 milliard de retours sur investissement. Quand vous dites constamment le brasser des millions, j'ai envie de dire ce n'est pas encore des milliards, j'ai envie encore de dire ce n'est pas encore. On va parler forcément du projet à venir, ça coûte 4 milliards. Oui, 4 milliards avec l'Union européenne. Mais il faut se dire que jusque-là, la première année, l'État avait mis 732 millions. Les 3 années qui ont suivi, l'État a mis 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Et malheureusement, cette année, avec la crise Covid, le budget a été raboté et tout autour de 600 millions. Donc vous voyez que l'État, bon, jusque-là, nous n'avions pas eu suffisamment ce que nous escomptions. Avec la coopération suisse, nous avons un projet de l'ordre de 400 millions pour les prochaines années. Mais c'est une reconduction d'un projet de 172 millions. Et actuellement, nous sommes à 391 millions avec eux. Et le projet dont vous parlez avec l'Union européenne. On va y venir, mais j'ai comme l'impression, vous avez une question? Mais les projets majeurs là, gravitent autour de quoi? Les projets majeurs, je dis que c'est plutôt les investissements que nous pouvons indexer. Et moi, je vais vous dire, par exemple, l'usine semi-industrielle de François Ier à Kourougou. Par exemple, c'est un financement du fonds. Et vous allez voir que nous avons renforcé les capacités techniques d'un jeune comme Georges Djoua. Nous avons financé des projets de films avec les films de Yona. Et puis Bila Production, nous avons financé des films de l'ordre de 50 millions pour les films quand même, c'est assez important. Et les hôtels et les restaurants ont bénéficié surtout de financement. Généralement, bon, pour ce qui est des prêts, ce sont les hôtels et les restaurants qui en ont bénéficié. Pour ce qui est de la subvention, moi je ne parlerai pas de projets majeurs parce qu'avec 10 millions, on ne peut pas tellement parler de projets majeurs. Mais je prends par exemple Gérard, son excellence,
que nous avons financé en 2017 pour la formation d'humoristes, qui déjà en 2017, ceux qu'il a formés, il y a déjà 3 qui ont pu produire à eux seuls des spectacles individuels. Et Gérard m'avait confié que quand il a eu le financement, il a dit il y avait de cela 15 ans, il a été formé comme humoriste et c'est ça qu'il a lancé dans l'humour. Donc ces genres de choses sont pour nous des effets d'additionnalité. Donc depuis 15 ans, il n'y a pas eu ces genres de choses. Et déjà aujourd'hui, vous voyez que l'humour est en train quand même de prendre du terrain. J'étais chez lui la semaine passée où il a fait sortir une nouvelle cuvée de jeunes humoristes. Carrément, il est allé même jusqu'à la création d'un centre où c'est comme une école de formation. Ça, par exemple, c'est les effets d'additionnalité qu'il faut. Il y a le CITO qui était en train de perdre son réseau au niveau des régions, faute de moyens. Donc nous les avons soutenus, ils ont restructuré le réseau, donc aujourd'hui le théâtre est en train de reprendre. Il y a l'ATV qui a eu un programme assez intéressant de labellisation des troupes. On les a formés, on les a mis à un certain niveau et on les a labellisés. Donc ça c'est des choses assez intéressantes sur lesquelles nous avons, il y a eu des formations en écriture de scénario avec Imagine. Il y a eu Tafé Vision qui a fait un projet assez intéressant, qui a formé une dizaine de femmes et à l'issue de la formation, elles ont sorti 5 scénarios et ces scénarios-là sont aujourd'hui sur le marché et demandent des producteurs. Nous avons soutenu des bourses à l'extérieur de perfectionnement et nous avons accompagné aussi certaines structures qui ont pu lever des financements à l'extérieur. Ils cherchaient des compléments ici parce que souvent il y a des structures qui vous donnent l'argent mais disent mais votre État fait quoi? Et quand ils viennent à notre niveau, généralement, nous avons eu une oreille attentive et que nous avons accompagné. Je peux vous citer ces quelques projets, sans compter toutes les troupes que nous avons remis sur pied au niveau du Burkina. Au niveau de Sourou, il y a 4 troupes que nous voulons élitiser, mais sur une quarantaine qui seront formées et il y a 4 qui doivent être élitisés. Élitisés, ça veut dire que c'est vraiment la dimension internationale. J'étais à Kassou la dernière fois où ils ont formé des jeunes à la fabrication d'instruments traditionnels parce qu'il y a des vieux qui ont ce savoir-faire là, qui sont en train de partir. Donc ils ont monté un projet où ils sont en train de transmettre. Bon, voilà un peu des satisfactions sur lesquelles nous pouvons surfer, mais c'est de vous dire que normalement en mars 2021, nous allons lancer une évaluation globale du fonds, que ce soit la gouvernance, que ce soit les projets financés, que ce soit aussi, vous l'avez dit en début, est-ce que les acteurs sont satisfaits? À partir d'aujourd'hui, il y a des équipes qui sont dans les régions et nous avons profité en partenariat avec notre partenaire de la coopération suisse, nous avons lancé l'enquête de satisfaction des usagers du fonds. C'est-à-dire ceux qui ont bénéficié, là, ils vont nous dire qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien. Mais ça, c'est différent de l'évaluation globale que nous allons faire en mars 2021. Il a été constaté, bon, on dit que les Burkinabés ne sont pas ambitieux quand ils montent un projet, c'est des petits projets pour de petits financements, juste des petites activités. Est-ce que vous avez constaté vraiment des projets d'envergure que vous-même vous ne pouvez pas financer, qui ne sont pas dans vos cordes? Oui, bien entendu. J'ai dit le cas du projet de Babanga, de 3 milliards. En fait, le Burkinabé n'est vraiment pas ambitieux. Ce n'est pas parce que le fonds va vous donner 10 millions de subventions que vous ne pouvez pas avoir un projet de 200 millions. Présentez votre projet de 200 millions et dites au fond, ce que moi je veux, c'est vos 10 millions, puisque c'est le plafond. Mais un projet ne doit pas se limiter à quelque chose de sporadique, de ponctuel. Un projet doit durer dans le temps. Et donc, je pense que nous avons vu vraiment toutes sortes de projets. Depuis le début du fonds, j'ai vu 1 millier de projets passer. Et je peux vous dire qu'il y en a qui sont sérieux, il y en a qui sont des capteurs d'opportunités. Je ne dirais pas qu'il y a des plaisantins, mais la bonne leçon à retenir, c'est que les gens n'ont pas compris que dans la chaîne de valeur, il faut faire travailler tout le monde. L'artiste lui-même, ce n'est pas forcément son rôle de monter le projet. Il faut trouver des gens qui s'y connaissent en montage de projet. Ils vont monter le projet, tu traduis l'idée et puis lui, il va transcrire ça. C'est ce qui manque un peu dans la chaîne des industries. En fait, l'artiste croit que... Vous êtes souvent surpris de voir des gens d'un certain gabarit. C'est eux-mêmes qui sont en train de poursuivre les papiers dans les bureaux. Ils sont en train de corriger des choses. Non, il faut qu'on dépasse ça. Il faut que les gens apprennent à travailler avec des administrateurs. Vous pouvez vous mettre à 3 ou 4 pour prendre un administrateur.
Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont formés à l'ENAM, et qui sont là, qui sont sans emploi. Il y en a qui sont formés à l'université AGAC. Et puis, bon, il faut les prendre, il faut les mettre à contribution. Oui, mais ce n'est pas... votre projet, vous dites que le plafond, c'est 10 millions. Oui. Ça dit que même vous n'êtes pas suffisamment aussi ambitieux dans votre affaire. Oui, nous vous êtes à l'image de la société burkinabé aussi. C'est vrai, il nous fallait commencer par quelque chose. Comme on le dit, on n'a pas voulu tout de suite ouvrir. De toutes les façons, je vous dis que c'est 1 milliard par an. Avec 1 milliard par an, généralement. 1 milliard par an seulement pour ce domaine-là qui brasse... Culture et tourisme. Prêts et subventions, de tout à 1 milliard. Et je peux vous dire qu'en réalité, les subventions que nous donnons tournent autour de 120 à 150 millions par an. Donc du coup, c'est tout, quoi. C'est tout. Pour le moment, mais on va arriver de toutes les façons au financement. Je crois qu'il y a des perspectives aujourd'hui pour que le fonds ne soit pas à 1 milliard ou à 2 milliards. Nous, en tout cas, nous avons lancé des grands chantiers. Si ça aboutit, nous escomptons une quinzaine de milliards par an pour financer la culture et le tourisme. Moi, ma question, c'est vous, parce qu'il faut également faire comprendre à celui qui dirige, donc à l'homme politique également qui dirige, que la culture, c'est vraiment une vitrine. Quand on voit l'influence des séries brésiliennes, mexicaines, l'influence sur l'habillement, sur le nom des enfants, ça veut dire que quand même, il y a une culture, il y a une influence, pardon, je veux dire, sur le plan social. Donc la musique, la façon de parler, tout, vous regardez, on observe les enfants, on sent qu'effectivement, il y a une influence qui est là. Absolument. Si vous n'arrivez pas à dire aux politiques, parfois qu'il n'est pas conscient que c'est sûr, c'est pas évident. Il va toujours vous donner 1 milliard, et puis dit que lui, il fait des efforts, parce que quand on entend 1 milliard pour le Burkinabé, c'est beaucoup d'argent. Alors qu'1 milliard dans une production cinématographique d'envergure, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Donc il y a cette réalité-là. Vous regardez aussi le programme des candidats sur le volet culture, c'est pas suffisamment ambitieux, parce que c'est pas comme vous l'avez dit qu'il y a vraiment des niches à apprendre. Mais je pense que aussi la responsabilité du fonds, c'est de faire savoir ça à qui dirige. Bon, moi je suis d'accord avec vous. C'est un exécutant. Non, je suis d'accord avec vous. Mais l'exécutant ne peut pas exécuter sérieusement avec tel moyen. Non, de toutes les façons, nous le disons assez. Le ministre fait un plaidoyer énorme. Et dites-vous bien que les 4 milliards de l'Union européenne qui sont arrivés au niveau du fonds, c'est aussi le fruit de ce plaidoyer, parce que l'argent aurait pu aller ailleurs. C'est parce qu'entre-temps, on s'est dit, ok, dans ce cas, prenons cet argent, orientons cet argent vers la culture, parce qu'ils en ont besoin. Et comme je le dis aussi, il fallait commencer par quelque chose. Si on a mis déjà en place le fonds, c'est qu'il y a eu un plaidoyer qui a été fait. L'influence dont vous parlez, nous en sommes tous conscients. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai deux faibles. En tant que DG du fonds, j'ai un faible pour le conte, j'ai un faible pour le cinéma d'animation. Si j'avais moi-même la capacité, j'allais me dire aujourd'hui, au moins les dessins animés que nos enfants regardent là, ça ne va plus venir d'ailleurs. Et pour ce qui est du conte, je suis pour qu'aujourd'hui, nous continuions d'éduquer nos enfants par le conte. Non seulement c'est intéressant, mais ça permet d'assimiler plus vite. Bon, moi j'ai été éduqué dans ce milieu et comme je le dis, j'ai un fait. Par exemple, ça c'est des aspects d'éducation sociale sur lesquels nous pouvons actionner pour que l'influence des autres. L'enfant, c'est à bas âge qu'on le façonne. Si vous ratez ce façonnement, c'est difficile. Je dis qu'à 6 ans, moi, je connaissais mieux le drapeau américain que le drapeau voltaïque. Pourquoi? Parce qu'on regardait des films de Rambo et consorts, où dans le film, vous allez voir apparaître une vingtaine de fois parfois le drapeau américain. Et je fais une parenthèse pour dire que peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce genre de contrat que nous devons apprendre à signer avec nos réalisateurs, de telle sorte que lorsque tu as un financement burkinabé, en retour, tu dois travailler à faire la promotion de la culture burkinabé à travers ton œuvre. C'est peut-être des aspects sur lesquels le milliard qui avait été géré, dont vous parliez, c'est des aspects sur lesquels il faut actionner. Ne pas donner de l'argent comme ça. C'est vrai, on va dire que tu défends l'image du Burkina, mais au-delà de défendre l'image du Burkina, tu peux profiter de ton film et faire la promotion d'un mets local burkinabé. De telle sorte que le touriste, quand il arrive au Burkina, il se dit, quand je vais venir au Burkina, voilà un plat par exemple que je vais consommer. Comme les Mexicains sont arrivés à nous mettre la tequila dans la tête. Absolument. On parle du Mexique, on parle de tequila. Bon voilà, là aussi il faut convenir que c'est une réalité. Alors déjà dans votre explication, j'ai eu comme l'impression que
que dans la dynamique du financement du secteur de la culture, et surtout le fonds que vous gérez, vous avez un penchant pour les prêts plutôt que les subventions, alors qu'en Afrique, quand même, la culture a d'abord une dimension sociale avant d'étendre vers l'industrialisation, l'industrie culturelle ou autre. Est-ce que, en optant de donner des prêts plutôt que de subventionner, alors qu'il y a des secteurs majeurs, puisque en parlant du cinéma par exemple, il y a quand même une part, en tout cas culturelle et un engagement militant à travers ces productions-là, est-ce que ce n'est pas un frein justement à notre émergence culturelle? Il faut faire la part des choses entre le volet social de la culture et le volet économique. Le volet économique de la culture, je vous dis que c'est rentable. Si aujourd'hui Nollywood emploie plus de 3 millions de personnes, c'est-à-dire en gros l'équivalent de la ville de Ouagadougou. Nous ici au Burkina, nous avons eu cette opportunité-là, étant capitale du cinéma africain. Nous avons la chance d'avoir des comédiens nés. Ailleurs, les gens ont des écoles de comédiens, mais au Burkina, nous avons eu cette chance-là d'avoir des comédiens nés. La plupart des techniciens burkinabés sont à l'extérieur actuellement. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Mali, ils sont au Niger, en train de forger les industries culturelles là-bas. Et donc, il faut que nous ayons cette réalité-là en face. Quand on me dit que le cinéma n'est pas rentable, c'est vrai. Quand je fais un film de fiction, c'est pas forcément rentable. Je suis tout à fait d'accord. Mais une série, en quoi elle ne serait pas rentable? Vous parlez de Nollywood. Le Nigeria a un marché de consommation. Est-ce que le Burkina Faso en dispose? Mais nous, on n'a pas voulu créer ce marché. Parce que lorsque vous regardez les débuts de Bobo Diouf, de Vis-à-Vis, je crois qu'à l'époque, à 19h, vous êtes braqué à la télé. Vous ne bougez pas, vous arrêtez tout et vous venez vous asseoir devant la télé. C'était le début de notre industrie que nous avons refusé d'assumer. En ce moment, il fallait accompagner vraiment la structuration du cinéma. Moi, je vous dis de toutes les façons, il y a des gens qui ont pris des prêts chez nous, qui arrivent à rembourser pour tourner des séries. Donc, je ne vois pas en quoi aujourd'hui, bien que, comme je l'ai dit, si c'est le volet social, ça veut dire qu'on tourne un film éducatif. On est tout à fait d'accord avec. Est-ce que vous faites souvent l'étude pour voir les financements? Bon, c'est vrai que vous avez dit qu'il y aura une étude qui va être oubliée dans quelques temps. Oui. Mais est-ce qu'il y a de la richesse qui est créée à travers ces prêts que vous octroyez? Parce qu'on peut prendre un prêt, le rembourser, mais c'est saigner pour rembourser, pas forcément que cela nous a apporté de la richesse, on va dire. Non, si, là-dessus, dans le suivi évaluation, au moins, les emplois ont été consolidés pour tout ce qu'on a donné comme prêt. Et même le cas de François Premier, dont je vous parle, en 3 ans, il a recruté une quinzaine d'emplois permanents. Il est passé de 3 à 15. Ça, c'est des emplois permanents. Ça, c'est sans compter tout ce qui gravite autour, les gens qui vendent les fils, les autres qui gravitent autour. Donc, normalement, en tout cas, si ça fonctionne, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas davantage de création de richesse. Je ne veux pas dire qu'on sent que ça a évolué, c'est les gens, mais comme je l'ai dit, de toutes les façons, l'étude va venir. Je ne dis pas que tout est parfait, pas du tout, mais avec l'étude, on en saura davantage pour voir. Mais je vais vous dire que si on continue avec 1 milliard aussi, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Je crois que quand nous allons arriver à 15-20 milliards par an, c'est à partir de ce moment que nous pouvons vraiment asseoir une véritable industrie. Donc, parlons maintenant de ce projet majeur. Parce que les acteurs nous disent en sourdine, en tout cas, ils se préparent à postuler pour ces 4 milliards que vous avez annoncés. De quoi s'agit-il exactement et est-ce qu'on peut en parler? Oui, le gouvernement burkinabé et l'Union européenne ont signé en 2018 une convention pour accompagner les industries culturelles dans notre pays. Donc, il s'agit donc le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. L'apport de l'Union européenne est de 10 millions d'euros. Pour l'ensemble, il y a 3 composantes. Le ministère pour le volet gouvernance, le conseil régional de Haut-Bassin pour un projet pilote au niveau pour la décentralisation. Et donc une bonne partie de l'argent est logé au niveau du fonds pour soutenir
3 filières que nous avons appelées filières locomotives. Il s'agit du cinéma et de l'audiovisuel, il s'agit des arts de la scène et il s'agit de l'artisanat d'art et du design. Donc nous avons estimé que c'est des filières locomotives et comme vous le savez, par exemple, lorsque vous tournez un film, vous pouvez faire intervenir par exemple tous les autres acteurs de la chaîne. Exactement. Que ce soit les comédiens qui vont venir du théâtre, que ce soit les gens qui vont faire les décors au niveau des arts plastiques, que ce soit le patrimoine ou que ce soit le livre et l'édition, parce qu'il faut même écrire les scénarios. Donc vous pouvez par exemple à travers le cinéma faire converger toute la chaîne, toutes les autres filières de la culture. Donc nous les avons appelées ces 3 filières là des filières locomotives. Et l'artisanat d'art et le design, vous voyez comment le faisceau d'Amfani est en train d'être transformé et est en train de devenir vraiment une véritable industrie. C'est pourquoi on appelle l'artisanat d'art et le design. Donc il ne s'agit pas de couper et puis coudre, mais il faut mettre un peu de design dans ce que nous portons. Il faut, voilà. Donc du motif, il faut améliorer les motifs, etc. Donc voilà. Et pour cette année, nous avons déjà lancé le projet et depuis hier, les gens peuvent déjà déposer les projets jusqu'au 17 décembre. Et le financement va de 6,5 millions à 39 millions par projet. Donc vous voyez qu'il y a encore une fois. Oui. La question de la cagnotte se pose. Oui. Et vous pouvez quand même constater que c'est mieux que le fonds qui est à 10 millions de plafond. Je crois qu'on est en train d'évoluer à 39 millions. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être 78 millions parce que tu peux être demandeur dans un projet et être co-demandeur dans un autre projet. Ça veut dire que lorsque tu es en synergie avec quelqu'un à 2, vous pouvez lever 78 millions pour 3 ans. Donc 78 millions sur 3 ans, je crois que c'est assez intéressant à regarder. Sur les 3 années, lorsque vous avez quand même des projets d'envergure, vous pouvez surfer plus facilement à un peu moins de 300 millions, c'est pas mauvais par rapport à ce projet. Mais il faut avoir la bonne intelligence entre griffes pour vraiment pouvoir lever ces financements-là sur 3 ans. Donc c'est ouvert. Donc je pense que c'est pour vous dire, on est d'accord que 39 millions, ce n'est pas encore ça, mais mieux. Ici, il ne s'agit pas seulement des associations qui vont avoir la subvention, parce que je n'avais pas précisé que les subventions c'était les associations et les prêts c'était les entreprises. Ici, il s'agit aussi de subventionner les entreprises et les associations. Donc c'est déjà quand même une avancée dans le financement de ces industries-là, justement. Alors, il y a 2 réalités dans le domaine de fonds. La capacité de remboursement, vous dites qu'il n'y a pas de problème, vous ne craignez pas, mais aussi il y a les garanties, les conditions qui vont avec. Ce qui fait que parfois c'est une minorité qui a accès et qui a suffisamment de moyens pour offrir comme garantie aux autres. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'en réalité le Fonds de développement culturel et touristique est un fonds comme la quinzaine des fonds nationaux qui existent. Et le même mode de fonctionnement. Donc c'est le même mode de fonctionnement. Ici, ce qui diffère, c'est que... Dans un secteur spécifique. Voilà. Ce qui diffère, c'est que nous sommes dans la dimension culture et tourisme. Sinon, tout le reste, c'est la même chose. Où on va vous exiger des garanties. Où le taux d'intérêt... Bon, le taux d'intérêt, il est intéressant par rapport aux banques, etc. Mais vraiment, Bernard Bouman, là où je suis d'accord avec vous, c'est la question de la garantie. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir une grosse garantie. Mais au niveau du FDCT, nous étions jusqu'à 5 millions, tu n'avais pas besoin de garantie. Moi, je pense que 5 millions, ça peut démarrer quelque chose. Jusqu'à 5 millions, un aval suffit. Et je crois que nous sommes, c'est pas que je crois, depuis avril passé, nous avons soumis un nouveau dossier au conseil d'administration où jusqu'à 10 millions, un aval suffit. Je crois que c'est quand même quelque chose pour commencer. Et jusqu'à 20 millions, vous n'avez pas besoin de garantie hypothécaire. Je crois que c'est une avancée par rapport à ce que nous faisions avant. Et actuellement, lorsque vous couvrez 85% de la garantie, nous libérons le prêt. C'est des aménagements que nous venons de faire, mais c'est au vu aussi du fonctionnement que nous avons fait les 3. Et
avant, pour le prêt, il fallait venir avec un apport personnel. Nous avons sauté l'apport personnel parce qu'on a constaté qu'avec les projets en développement, le monsieur, il est à un certain niveau de son projet, il vient vous dire, il vient solliciter un prêt, vous lui dites d'apporter quelque chose, genre 5 millions, mais s'il avait ces 5 millions, il allait continuer son chantier jusqu'au niveau avant de revenir verser. Donc on a fait vraiment des aménagements. Je pense que c'est assez intéressant, mieux que les débuts. Oui, mais j'ai envie de savoir qui a fixé le plafond donc de ce financement de l'Union européenne. On veut savoir, est-ce que c'est le bailleur, est-ce que c'est à l'issue d'une concertation élargie à tous les acteurs? Parce que ça m'étonnerait que 39 millions puissent satisfaire véritablement les cinéastes par exemple, parce que ça ne peut même pas financer 10 épisodes d'une bonne série. Est-ce que c'est le fonds qui a donné ces critères-là, ou bien les acteurs sont d'accord pour qu'on plafonne à 39 millions? Non, on a fait une étude. C'est une étude même qui a dégagé ces filières locomotives-là, les 3 filières. Mais moi, je vous dis 39 millions, vous allez dire que ça ne peut pas faire quelque chose. Mais il se trouve qu'avec 39 millions, si vous arrivez à produire 5 séries, vous avez quand même quelque chose sous la main pour présenter à pour un éventuel financement. 5 épisodes ou 5 séries? Non, 5 épisodes, pardon. Vous présentez 5 épisodes déjà. Vous avez quelque chose pour montrer. Si c'est attractif... Oui, mais si vous lancez votre projet, vous lancez seulement 5 séries, c'est en 5 jours de projection. Non. Les 5 séries, ça veut dire que vous avez la matière sous la main pour vendre, pour que quelqu'un vous finance. Lorsque vous avez 5 épisodes, vous pouvez venir au niveau du fond et puis prendre un prêt et continuer le reste. Mais il faut pas, moi je ne suis pas pour qu'on produise à fond perdu. Non, si on peut récupérer, on récupère. Je vous ai dit, lorsque vous optez de faire des films de sensibilisation, il n'y a pas de problème. Lorsque vous voulez faire des films sur le patrimoine, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous voulez faire des séries pour vendre, si c'est vendable, il doit y avoir un retour sur investissement. On peut vous accompagner pour produire 5 épisodes. Vous allez montrer à des partenaires et puis ils vont financer. Au niveau du FDCT, il y a quelque chose que nous venons de faire au niveau du cinéma. Avant l'écriture du scénario même, c'était pas la subvention, mais nous avons sauté ce verrou. Actuellement, lorsque vous avez votre film, vous voulez l'écrire ou le développer, nous vous finançons pour ça jusqu'à ce que vous ayez le produit. Mais quand vous avez le produit, vous pouvez chercher éventuellement quelqu'un qui va vous financer. Oui, il y a aussi la réalité, c'est la recherche de financement. Entre-temps, le Burkina remportait des FESPACO parce qu'il y avait de gros financements qui venaient de l'extérieur. Bon, il y a un début avec votre fonds et tout, mais aussi c'est la question de financement. Au plan national, c'est très difficile. Bon, vous dites que vous portez du portage. Est-ce que déjà vous avez pu porter le projet d'un Burkinabé qui a abouti? Non, en tant que tel, il y avait un début de solutionnement à un projet, mais qui était un projet de formation des jeunes de moins de 10 ans et qui allait participer à des festivals d'été au Canada. Bon, comme je l'ai dit, l'année a été un peu difficile, mais ce projet-là, par exemple, c'est le projet d'un Burkinabé que nous avons porté et il y a une dame qui s'est intéressée à ce projet. À part ça, non, nous n'avons pas de grands projets que nous présentons. Mais je suis en train de vous dire que la question de financement du cinéma, oui, il y avait une époque où le cinéma a eu de gros financements, mais même l'État burkinabé aujourd'hui a un problème de financement dans tous les secteurs. Donc c'est un problème général. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, lorsque vous voulez parler de financement, c'est pourquoi sur le milliard, nous ne voulons pas trop dire que c'est insuffisant parce qu'aujourd'hui les priorités sont ailleurs. Lorsque vous n'êtes pas en sécurité, je ne crois pas que même si vous faites des spectacles, vous pouvez pour tourner. Donc les priorités sont ailleurs et il faut comprendre. Et de façon générale, il faut que aussi les gens apprennent aussi à aller vers les bailleurs. Aujourd'hui, au niveau du FDCT, je vous dis qu'il y a actuellement 4 opportunités de financement sur notre plateforme, mais c'est pas évident que beaucoup partent visiter. Chaque fois, nous sommes obligés de refaire la communication à zéro pour dire aux gens, venez, il y a tel projet qui est là. Bon, je crois qu'aussi, lorsque vous êtes un libéral, l'une de vos facultés doit être l'esprit d'initiative, l'esprit d'aller vers le financement. J'ai pas envie de le dire, mais il y a des gens qui nous ont dit, mais écoutez, lorsque vous nous appelez pour nous parler de vos projets, vous ne nous donnez pas de pause café. Bon, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas capable d'aller à la recherche d'opportunités
que sur la base d'avoir pause café, bon, je crois que ces gens-là ne sont pas encore assez outillés pour porter nos rêves. Donc, vous... Là, c'est la pique envoyée. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion pour ce fonds de le financement de l'Union européenne à hauteur de 4 milliards de francs CFA pour les acteurs qui sont bien intéressés, qui veulent savoir quelles sont les autres conditionnalités qu'il faut prendre en compte? Bon, les conditionnalités ne diffèrent pas trop des conditionnalités du Fonds de développement culturel et touristique, sauf que la bonne nouvelle est que les entreprises peuvent avoir ça en subvention. Et lorsque vous dites que vous êtes une entreprise, comme j'aime le dire, nous n'avons rien inventé des critères. Au Burkina, lorsque vous êtes une entreprise, vous devez avoir un registre de commerce, vous devez avoir un numéro IFU et vous devez quand même avoir au moins une personne que vous avez déclarée, quoi. Et ça, c'est des petits aspects sur lesquels nous tablons, et les gens disent que nos conditions sont dures, sinon vous n'êtes pas encore une entreprise. Une entreprise qui vous les accompagner à aller justement vers cette... À la formalisation. Mais la formalisation ne coûte presque rien aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez à la chambre de commerce, c'est un truc, en 72 heures, vous avez vos papiers. Mais quand ceux qui nous ont approchés, mais moi je crois que l'un des effets aussi du fonds a été que ça a amené beaucoup d'associations et d'entreprises à se formaliser. Et là, vraiment, je crois que c'est déjà quelque chose. Donc, il faut remplir ces conditions. Pour ce qui est des associations, comme on le dit, une association doit avoir un siège. Ça, c'est la loi qui le dit, c'est pas le fonds qui le dit. D'accord. Vous devez être à jour de la loi 64, ça c'est pas nous qui le disons. Donc vraiment il faut tout simplement, les critères sont sur notre site www.fdct-6bf.org. D'accord. Merci à vous, monsieur le directeur général du FDCT, Alphonse Tougma, d'être passé en tout cas nous entretenir sur les différents projets financés par votre fonds, également les projets majeurs à venir dans ce secteur-là. Merci, et on espère que les acteurs pourront trouver satisfaction de tout ce qui a été donné comme offre à travers cette émission, le tribunal de l'actualité. On vous retrouve demain vendredi pour la dernière convocation du tribunal de l'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.